Fanny Griesmer, comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi, ma voix va beaucoup mieux. Elle n'est pas encore totalement remise, mais ça prend du temps. Tout ça va prendre du temps. Je vais la soigner. On parle du syndrome du bon élève. Oui. Alors, c'est pathologique. J'ai entendu récemment d'ailleurs qu'une de vos chroniques sur un autre média avait été reprise sur le syndrome de l'imposteur, faut-il le préciser. Ça n'a rien à voir. C'est cousinant. C'est cousinant. Voilà. C'est cousinant. Il y a quelque chose d'assez proche, effectivement. Non, là, effectivement, vous le disiez, c'est quand le bon élève n'est pas forcément le bon professionnel. On va revenir un petit peu en arrière. À l'école maternelle, par exemple, peut-être que vous maîtrisiez l'art de la gommette à la perfection, vous étiez toujours sage comme une image. Des images, vous en avez récolté plus d'une. À l'école, vous surfiez sur les bonnes notes, premier de la classe depuis le CP, diplôme avec mention, voire félicitations du jury. Mais voilà, depuis que vous avez mis un pied dans le monde professionnel, eh bien, ça coince, vous patinez. Vous avez beau mettre tout votre cœur à l'ouvrage, rendre des présentations nickel, cocher tous les objectifs, la reconnaissance tant attendue n'arrive jamais. Pire encore, ceux qui travaillent moins bien que vous semblent gravir les échelons bien plus vite. Et si vous souffriez du syndrome du bon élève, c'est un syndrome paradoxal qui touche celles et ceux qui n'ont pas tout à fait compris que de l'école au monde du travail, eh bien, les règles changent. C'est quoi ce syndrome? C'est un perfectionniste, ce salarié? Alors, c'est que ça? Il est perfectionniste, mais c'est vrai que quand le perfectionniste s'attache, lui, à fignoler encore et toujours le moindre de ses dossiers au détail près, le bon élève, lui, prête en plus une attention démesurée aux attentes des autres et en l'occurrence de ses supérieurs. Il va anticiper ce que les autres attendent de lui et surtout tenter systématiquement de surpasser ses attentes. Il vit avec un besoin constant d'approbation, de reconnaissance, dans la peur aussi de ne pas être à la hauteur des missions qui lui sont confiées. Il redoute les risques, les conflits, les erreurs, les échecs. Alors avec tout ça, on comprend mieux pourquoi ces bons élèves passent leur temps à se prendre la tête pour des broutilles. Et pour eux, tout a une importance capitale dès qu'il s'agit de travail. Bref, ils se tuent à la tâche pour plaire. Et là, c'est un problème. Donc vous nous dites, et vous nous le disiez, l'école, c'est pas le monde du travail, c'est pas la même chose. Pas du tout. Au bureau, le bon élève est celui qui fait tout ce que son supérieur lui demande. Il pense aussi que travailler très bien, mieux que les autres, va suffire à obtenir de la reconnaissance, voire à évoluer, comme à l'école finalement, où de bonnes notes, de bonnes appréciations suffisent à passer dans la classe supérieure. Mais dans le monde professionnel, ça ne marche pas comme ça. Les critères de réussite professionnelle sont très différents des critères de réussite scolaire. Dans le monde de l'entreprise, on veut des collaborateurs proactifs, créatifs, qui font certes ce qu'on leur demande, mais qui n'hésitent pas à aller plus loin, qui prennent des initiatives, qui n'hésitent pas à s'imposer quand il le faut, bref, à oser. Tout ce que le bon élève a appris à réprimer pour se fondre dans le moule qu'on lui avait donné. Pour réussir, il ne faut pas avoir peur de déranger, de frapper aux portes, de provoquer des rencontres pour obtenir de la reconnaissance, ce que les bons élèves ne font pas forcément, voire pas du tout. Alors il y a un débat aussi sur les femmes, parce qu'elles sont plus touchées. Parce qu'on parle du syndrome de la bonne élève, en réalité. C'est souvent la bonne élève en classe. Généralement, ce sont des femmes. Et en fait, ça touche essentiellement des femmes, et pour cause, c'est un produit de l'éducation des filles. Elles sont incitées plus jeunes à être gentilles, studieuses, sages, soignées, bien appliquées, plus que les garçons. Les filles, elles rentrent généralement mieux dans le cadre du système scolaire, mais dès lors qu'elles gardent cette attitude un peu scolaire dans le monde professionnel, généralement, c'est pour se sentir légitime dans un monde masculin, celui de l'entreprise. Mais bon, voilà, quand elles gardent cette attitude, ça coince en entreprise. Ça agace, oui, d'une part, mais aussi, elles n'ont pas compris que savoir-faire, c'est bien, faire savoir, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas communiquer sur la qualité de leur travail. Vous avez tout compris. C'est ça. Exactement. C'est vraiment une question de posture, d'image. Et forcément, c'est pas le meilleur atout pour votre carrière. Alors, vous êtes fiable, efficace, c'est une chose. La force de travail dont vous faites preuve séduit. Mais force est de constater que cela ne suffit pas. La récompense est rarement à la hauteur de votre engagement, car le bon élève favorise finalement la réaction plutôt que l'action. En fait, il s'enferme dans un rôle, celui du bras droit, efficace et sécurisant, le bon petit soldat. Ça donne pas toujours envie, une position très ingrate, puisque c'est celui qu'on va avoir tendance, en tout cas
ceux que les managers ont tendance à garder sous le coude. Pour, ça les protège, ça les rassure. Ça les protège totalement, ça les sécurise. Et puis, ils ne vont pas forcément vous faire évoluer. Vous restez cantonné au rôle d'éternel numéro 2. On parlait des femmes, c'est aussi le plafond de verre. C'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas pouvoir grimper parce que finalement, c'est aussi votre image de leader qui est entachée. Position effectivement très ingrate. D'autant plus qu'on va avoir tendance à vous surcharger de travail. De plus en plus, parce que vous donnez aussi l'impression que vous assurez. C'est un message que vous envoyez, en fait. J'arrive à assurer, je gère, même si c'est dur. Et vous avez beau donner de votre personne, redoubler d'efforts, vous restez sur le carreau. Et en plus, dans ces conditions difficiles, de vous épanouir au travail. Tiens, d'ailleurs, ça fait écho peut-être au sujet qu'on aura dans Totalement. quelques instants, parce que cette méthodologie, cette façon d'être, peut avoir une incidence psychologique. Totalement. Vous angoissez parce que vous n'en faites pas assez. Vous angoissez de ne pas être à la hauteur. Vous, à force, vous remplissez de frustration, d'amertume, parce que finalement, vous ne recevez pas du tout les éloges dont vous aimeriez bénéficier, bien sûr. Voilà, en plus, vous en êtes tellement nourri pendant l'enfance. On les attend. Vous n'avez pas confiance aussi de votre propre valeur, parce qu'en fait, vous vous regardez et vous évaluez systématiquement dans le regard de l'autre. Recherche perpétuelle de reconnaissance, d'approbation, finalement, ça affecte grandement la confiance que vous portez en vous-même, votre confiance en vous-même, surtout lorsque vous ne récoltez pas les lauriers tant espérés. Et puis le risque, c'est le vrai. Le vrai, c'est le burn-out. Oui, parce que finalement, à force de tout vouloir faire parfaitement, on se perd, on se met sous une pression constante, on s'épuise, on ne vit pas pleinement. Et là, ça peut être dangereux. Question, pour terminer, peut-être qui ouvrira le débat qu'on aura dans quelques instants. Comment on s'en libère de Alors, c'est pas simple, parce que c'est un schéma qui est ancré de longue date, depuis l'enfance. Alors, quelques conseils, cela dit, pour tenter de s'en détacher. Déjà, commencez par essayer de faire tomber cette conception très scolaire des relations professionnelles. Votre employeur n'est pas votre prof, il n'a pas toujours raison. Et surtout, la relation qui vous lie, c'est plutôt un échange de bons procédés. Vous avez des compétences, il a des besoins, c'est gagnant-gagnant. Pas simple, je dois ça marche sur le papier, te le concéder. Ça marche sur le papier, mais voilà, il faut essayer de vous raisonner. Il faut aussi comprendre que votre travail, c'est aussi parler de votre travail. L'objectif, c'est de devenir, sans forcément faire du réseautage à outrance, mais c'est essayer de devenir votre propre responsable communication, celui de votre carrière. Donc, ne pas hésiter à faire des comptes rendus réguliers à vos supérieurs, partager des informations avec vos collègues, aller à la rencontre d'autres personnes dans l'entreprise. Puis communiquer, c'est toujours important. N'hésitez pas notamment à essayer de comprendre ce qui est véritablement attendu de vous. Parce que généralement, les bons élèves vont tendance à se baser sur des projections, donc mettre toujours la barre plus haute que ce qu'on vous demande en réalité. Autre point à ne pas négliger non plus, là c'est très ambitieux, mais c'est essayer de passer de l'employé modèle à l'employé rebelle. Alors ça ne veut pas dire pour autant mettre un bonnet d'âne et abandonner tout souci d'exigence. Non, c'est apprendre à dire non, prendre la parole, oser se lancer, innover, prendre des risques, même si ça implique peut-être parfois d'essuyer quelques mauvaises notes. L'idée, c'est d'apprendre à vous écouter enfin, à définir vos priorités, vos envies, reconnaître vos atouts et surtout le faire savoir. Et puis enfin, tentez de modifier votre rapport au travail. Renoncez à l'idée que vous ne pouvez pas toujours faire le maximum, ce n'est pas possible. Et puis c'est aussi comprendre que réussir au travail, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Vous avez aussi une vie à côté et ça peut être encore mieux si elle est épanouie. Bon, il y a du boulot pour ceux qui sont dans ce... Je pense que Kika pourra nous le dire. Et Kika va peut-être nous aider. C'est l'invité du cercle RH dans le grand débat. On va parler du burn-out et peut-être qu'elle nous éclairera. Peut-être qu'elle a traversé aussi ce type de syndrome et de difficulté. On en parle avec elle puisqu'elle était venue il y a 6 mois nous présenter son livre à travers le personnage de Clotilde. On en avait beaucoup parlé. Et elle a fait un tour de France, presque 6 mois, avec son camping-car Bobby, 45 ans. Elle a vécu avec et elle va nous raconter ce qu'elle a vécu à la rencontre de ses lecteurs et puis de celles et ceux qui ont probablement traversé les mêmes épreuves qu'elle. On en parle, c'est le grand entretien. Et bien c'est juste après la pause.